Ben Moubamba, qui a facilité effectivement la venue du professeur Franklin Nyamsi. Il est agrégé de philosophie, c'est un enseignant d'université, c'est l'un des auteurs contemporains les plus réputés en politique africaine, et c'est l'homme que vous connaissez, l'homme de l'Afrique des libertés. Je vous invite, s'il vous plaît, à acclamer le professeur Nyamsi. Cher docteur Mengara, chers frères bien-aimés, Imhotep, Bruno, Vladimir, Ben Moubamba, grand peuple africain du Gabon, ici rassemblé en toute la diversité de ses grades et qualités. C'est pour moi un honneur et un devoir que je remplis avec joie de m'exprimer à l'occasion de l'ouverture des assises citoyennes et patriotiques pour une véritable réforme institutionnelle au Gabon. Je voudrais vous remercier d'avoir pensé que votre frère que je suis pouvait apporter ses modestes lumières à ce grand festival des vérités crues qui libèrent. En ce samedi 25 mai 2024. Je suis très heureux de retrouver les visages que j'aime. Il y a ici une matriarche de l'Afrique, Général Bara Amazon. L'une des rares africaines auxquelles je pense en ayant toujours les larmes de joie et d'amour dans les yeux. Parce qu'elle aime l'Afrique. Elle aime vraiment l'Afrique, cette femme. Il y a un peu plus d'un an, à Rouen, elle venait administrer le rituel de la grande malédiction des matriarches africaines à ceux qui me détenaient en garde à vue parce que j'avais critiqué la politique étrangère de la France en Afrique. Aux côtés d'une escouade de patriotes africains extraordinaires, cette femme a pris la rue de Rouen dans une main. Et ils ont proclamé que le 21e siècle ne verra plus jamais des Africains subir les déportations, les humiliations, les exclusions, les intimidations. Je suis lié au peuple gabonais par beaucoup de choses, par beaucoup de valeurs, par beaucoup de personnes. Et vous êtes ces êtres qui êtes mes médiations pour parler ici aujourd'hui. Quand mon ami, mon frère d'esprit, parce que cet homme-là, depuis plus de 7 ans, nous conspirons sans nous être rencontrés physiquement. Nous sommes unis par l'amour de notre continent. Quand il m'a dit que vous souhaitiez que je vienne dire quelques paroles à ces travaux fondamentaux, j'ai compris que nous assistions à un tournant historique de notre patrie africaine du Gabon. Et je n'ai pas hésité à venir. Yes. Les oratrices et orateurs qui sont intervenus ici avant moi ont largement agité le fond des questions qui nous rassemblent et qui font que cette assise en vaut la peine. Je voudrais les remercier, ceux qui ont parlé à ce micro avant moi, parce qu'ils ont montré comment chacun, par son cheminement propre, est arrivé au foyer convergent de la vérité qui va permettre de fonder la justice et l'émancipation de notre continent. Je tiens vraiment à vous demander d'applaudir ceux qui ont parlé ici. Venant à cette réunion, j'ai présenté au peuple gabonais ici rassemblé une brillante avocate africaine de la place de Londres, Maître Corinne Jeanne Atangane et le Atangane, qui mène une bataille extraordinaire, celle d'utiliser le droit occidental pour obtenir les réparations africaines au cœur de l'Occident. Et je voudrais que le peuple gabonais prenne forte alliance avec cette avocate et nos frères de la place de Londres
où j'étais il y a 2 semaines, après avoir échappé aux griffes du dragon. Car on a voulu me kidnapper quand j'allais à Londres le 11 mai 2024. Un dictateur africain de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, que j'ai si souvent affectueusement appelé le satrape reptilien venu de Sendou, au Burkina Faso pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé, cet homme-là avait émis un mandat d'arrêt international qu'il espérait voir la justice britannique appliquer contre un citoyen africain et français. Il espérait qu'à l'entrée à Londres, je sois déporté en Côte d'Ivoire, où il aurait sans doute réduit mon être physique à sa plus simple expression. Maintenant, venant parmi vous, j'ai choisi de procéder, mon cher Bruno, mort et ordinaire géométrico, je veux juste commenter le thème des assises. Merci. Je commence par assise. On n'a pas assez dit ce que c'est que l'assise. Le verbe asseoir, s'asseoir, renvoie à une activité essentielle du redressement de l'homme. Nous naissons couchés, et nous commençons à nous redresser quand nous nous asseyons avec l'aide de nos parents qui nous entourent. Mais en fait, l'assise, c'est le fait d'avoir son centre en soi-même. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans la religion africaine traditionnelle, on apprend à ceux qui apprennent d'abord à s'asseoir. Car c'est quand vous êtes assis que votre corps est disposé à la pensée, à la réflexion, à la méditation, à la création et au partage. Nous mangeons assis. Nous discutons assis. Nous partageons assis. Lorsque nous accueillons en Afrique l'étranger, nous lui donnons une place assise. L'assise est un élément essentiel de la tradition africaine. Il renvoie à une société qui veut avoir son centre en elle-même. Une société qui veut être assise en elle-même, c'est-à-dire une société qui veut être souveraine. Alors, on parle de citoyenneté. La citoyenneté, l'appartenance à la cité. Mais à quelle cité appartenons-nous? Nous, Gabonais ou non-Gabonais ici rassemblés. Nous appartenons à une très grande cité. C'est une cité mondiale. C'est la cité africaine. Il est important de savoir que les premières populations humaines de Sapiens sapiens viennent d'Afrique. Et que par conséquent, les premières populations de tous les continents sont les populations aborigènes africaines. Aborigènes, ab originis. C'est-à-dire les premières populations de tous les continents. J'insiste. Pas seulement d'Afrique, mais également d'Asie, d'Europe, d'Amérique, sont africaines. Et on en a les traces archéologiques. On en a les traces fossiles. Et il y a une discipline très importante qui s'appelle la génétique des populations, qui date même la mutation génétique qui a permis l'apparition de la peau blanche que certains de nos frères en humanité ont aujourd'hui. C'est une mutation apparue à un moment donné de l'histoire des Africains. L'humanité est africaine et voilà pourquoi l'Afrique est mondiale. Le citoyen africain appartient à un continent qui a rendu possible la civilisation. Je dis la civilisation tout court. Car la civilisation est d'origine africaine. Quand on parle de citoyenneté en Afrique, certains d'entre nous se recroquevillent dans les frontières tracées par les puissances coloniales à l'occasion du partage de l'Afrique sans les Africains en 1884-1885 à Berlin. La citoyenneté africaine n'est pas une citoyenneté micronationale. La citoyenneté africaine est une citoyenneté mondiale. Et voilà pourquoi l'idéologie qui sous-tend cette citoyenneté, c'est le pan-africanisme. Je dis bien pan-africanisme. C'est un mot composé de 2 mots. Pan qui veut dire le tout, le monde, la planète tout entière. Africanisme qui veut dire conscience de la particularité de l'identité culturelle et historique des Africains. Mais cette conscience doit être vécue partout sur la Terre. Pas seulement sur le continent africain. Partout sur la Terre parce que les Africains sont les aborigènes de la planète. Ab originis. Ceux qui étaient là avant. Je vous rappelle qu'on retrouve aujourd'hui les vestiges des civilisations africaines au Japon, en Chine, en Amérique du Nord,
Lisez l'un des livres les plus intéressants là-dessus, They Came Before Columbus. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Les Africains y étaient avant. Ils y ont même laissé des monuments. Donc quand on parle de citoyenneté à un Gabonais, à un Camerounais, à un Ivoirien, à un Malien, il lui faut procéder à une projection historique sur des millénaires et prendre conscience que partout en ce monde, nul ne peut contester son droit d'être présent. Il y a un grand philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui disait qu'il ne sert à rien de pourchasser les êtres humains sur la Terre. Et son argument était simple, la Terre est sphérique, la Terre est ronde. Si vous poursuivez quelqu'un sur un référentiel qui est rond, ben, il sera toujours quelque part sur le référentiel. La Terre est ronde, cela veut dire que les humains doivent forcément être vivants quelque part sur la Terre. Il ne sert à rien de les pourchasser. Les politiques discriminatoires et criminelles envers les migrants sont des politiques d'ignorance. Les hommes sont toujours quelque part sur la Terre. Et ils y vont en fonction de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs opportunités depuis des millions d'années. On parle de patriotisme. Mais alors, quelle est la patrie dont il est question? Mais d'abord, c'est l'Afrique mondiale. Parce que si le Gabon est libéré de la violence, de l'arbitraire et de la misère, les Gabonais de l'étranger seront respectés partout où ils sont. Vous voyez la différence de traitement en France entre un Chinois et un Africain. D'où vient la différence de traitement entre le Chinois et l'Africain en France? Elle vient de la différence de développement, d'émancipation, de puissance entre l'Afrique et la Chine. Parce que la Chine populaire est en passe de devenir la première puissance économique et peut-être bientôt demain militaire mondiale, les Chinois, sur tous les continents où ils se trouvent, sont protégés par l'aura de la puissance dont ils viennent. Donc, le patriotisme, continuez s'il vous plaît à m'afficher ce thème, le patriotisme, c'est la conscience du fait que nous soyons en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, que nous soyons dans les îles de l'océan Atlantique ou dans celles de l'océan Indien, il nous faut veiller à ce que la civilisation négro-africaine, que la société politique, l'économie, l'industrie, la science, la technologie africaine soit à la pointe de la marche du monde pour que nous, nos enfants, nos petits-enfants et tous nos descendants soyons respectés sur quelques coins de la planète où nous serons. Il y a un rapport dialectique entre l'autonomie de l'Afrique et l'autonomie des Africains, où qu'ils soient dans le monde. Le mépris infligé à l'Africain en Europe, en Amérique, en Asie, est en réalité une copie conforme du mépris infligé par l'Africain à l'Africain en Afrique et par le non-Africain à l'Africain en Afrique. De telle façon que c'est en brisant le mépris subi sur le continent natal de l'homme que nous briserons le mépris subi sur tous les autres continents où aujourd'hui les Africains sont considérés globalement comme des sources de pression migratoire. Je viens à la véritable réforme. Les auteurs de ce colloque sont particulièrement prudents, mais ils se sont trahis. Docteur Mengara, vous n'allez pas nous rouler dans la farine. Vous avez dit véritable réforme. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas véritables. Ah! Véritable réforme. Pourquoi véritable réforme? Parce qu'il y en a qui sont fausses. Donc, des réformes artificielles, cosmétiques, superficielles. Vous voulez une véritable réforme. Mais quel est le synonyme en sciences et philosophie politique de véritable réforme? Je lâche le mot. C'est révolution. Oui! Appelons un chat, non pas un animal poilu qui miaule et qui a des griffes. La véritable réforme, c'est la révolution. Écrivez ça. Écrivez. Voilà. Tilana, écrivez. Là, ça veut dire révolution. Mais comme le docteur Mengara et les frères sont malins, ils ne veulent pas effrayer quelqu'un. Ils disent véritable réforme. Nous, les philosophes, on est là pour dire non, docteur. Non, révolution. Pourquoi? J'insiste, hein. Véritable réforme institutionnelle. Il s'agit de toucher aux institutions, véritablement. Maintenant, j'atterris au Gabon pour dire pourquoi c'est une véritable réforme, c'est-à-dire une révolution qui s'impose au Gabon. Écoutez, on ne peut pas
aborder la question gabonaise sans poser la question de savoir qui s'enrichit au Gabon. Yes, Sonny Okosons l'a dit dans une chanson très connue. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. We want to know who owns the land. Qui possède la terre de nos pères? C'est-à-dire que quand l'argent est produit au Gabon, qui met ça dans sa poche? Voilà un pays qui possède les richesses naturelles les plus énormes qu'on puisse imaginer dans cette planète, avec une population très stable depuis 1960, qui oscille entre 1 million et à peine 3 millions. Parce que c'est même parce que le Gabon a accueilli beaucoup d'Africains que c'est monté à 3 millions. 2,5 millions. Mais moi je dis que c'est parce que le Gabon s'est même ouvert. Mais il y a une population maîtrisée au Gabon. C'est-à-dire que l'une des prétentions des théoriciens du développement qui sont venus prospérer dans le pillage de l'Afrique, c'était de dire que comme nos mères font beaucoup d'enfants, nous ne pouvons pas vaincre la misère. Le Gabon a une population stable. Et la misère aussi est stable. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vole l'argent qui est produit au Gabon. La question de cette véritable réforme, c'est de rendre au peuple gabonais son argent. Give them their money back. Alors, pour cela, il faut commencer par faire, à mon avis, 3 choses. Première chose, la théorie des coups d'État. Ça doit être clair dans la tête des Africains et des Gabonais. Il y a 2 sortes de coups d'État en Afrique. Les coups d'État néocolonialistes, les révolutions de palais, ôte-toi de là que je m'y mette. Et les coups d'État révolutionnaires. C'est-à-dire les coups d'État qui remettent en cause la structure inégalitaire des institutions sociales. Les Gabonaises et les Gabonais, mes frères et sœurs, doivent répondre à la question suivante. Ce que le général Oligui Nguema a fait là, un coup d'État dans lequel ceux qui le soulèvent en l'air, c'est des militaires qui sont sous ses ordres, à qui il a donné l'ordre de le soulever. Bon, est-ce que ça, c'était un coup d'État révolutionnaire? Est-ce que ça, c'est bien? Alors, donc, comme il n'y a que 2 sortes de coups d'État en Afrique, les coups d'État révolutionnaires, ceux qui sont faits pour le peuple, ceux dans lesquels c'est le peuple qui est encore plus content que les militaires se mettent à courir derrière le peuple pour dire qu'ils étaient avec le peuple alors qu'avant ils n'étaient pas avec lui. Et puis l'autre coup d'État où tu te lèves un matin, il y a un chef qui a été déposé. D'abord, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Et puis il y a un autre chef qui se pose et ce n'est pas non plus vous qui l'avez choisi. Les Gabonais doivent honnêtement reconnaître que nous avons eu affaire à une révolution de palais. Parce que si c'était au nom de la démocratie qu'ils ont fait ça, il leur suffisait de reconnaître celui qui a battu Ali Bongo dans les urnes. N'est-ce pas? Et on dirait que les militaires ont rétabli la vérité des urnes. Mais quelle vérité ont-ils rétabli? Ils ont rétabli la vérité néocoloniale. Deuxième question. Quels sont les marqueurs de dirigeants révolutionnaires africains? Il y en a 4. Quand un dirigeant ne coche pas ces 4 cases, ne rêvez, n'attendez rien de lui. Premier marqueur. Il appelle au retrait immédiat et sans condition de toutes les bases militaires des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes de son sol. Ça fait 1. Le démantèlement des bases militaires des puissances coloniales. Quand quelqu'un prend le pouvoir en Afrique et il ne vous dit pas ça, n'espérez rien. 2. Nous avons une monnaie qui maintient 15 pays africains dans un sous-développement structurel. C'est le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est son vrai nom. Cette monnaie qui a été d'autorité dévaluée plusieurs fois pour permettre à la Banque de France de ramasser les ressources africaines gratuitement. Un dirigeant qui n'en parle pas et qui n'annonce pas qu'il va y mettre fin ne vient pas rendre aux Africains leur richesse. Troisième critère. Un dirigeant qui ne gouverne pas en écoutant la diversité des voix de son peuple, qui organise des assises exclusives, comme l'a rappelé mon frère Bruno Ben Moubamba. Donc un dirigeant qui avance sans le peuple ne peut pas réformer, véritablement révolutionner. Et puis il y a un 4e point.
Et là-dessus, je me permets de critiquer certaines des choses que j'ai entendues ici. Les Africains ne sont pas en train de se battre pour la démocratie. C'est ça, on s'en fout. On n'est pas là en train de se battre pour les droits dits de l'homme. Parce que la démocratie et les droits de l'homme sont des concepts politiques qui ont été imposés aux Africains. Ils ont été imposés aux Africains par des Occidentaux qui ne se sont pas débarrassés des 12 monarchies européennes. Si la démocratie était le régime universel, scientifique et incontestable, que toute civilisation devrait suivre, pourquoi y a-t-il 12 monarques en Europe qui ne sont pas élus? L'Espagne, le roi, est-ce qu'il est élu? La Belgique, dont le roi s'est octroyé le Congo tout entier un jour, et l'a vendu à la Belgique. Je ne sais pas dans quelle opération commerciale, le roi des Belges peut arracher le Congo et vendre le Congo à la Belgique, dont il est le roi. Est-ce qu'il est élu? Si vous voulez travailler dans un institut scientifique en Belgique, vous signez une déclaration selon laquelle vous ne critiquerez jamais le roi. Un acte d'allégeance. Le Danemark, j'espère que vous savez que c'est un royaume. Les Pays-Bas, que c'est un royaume. L'Angleterre, que c'est un royaume. Le Luxembourg, que c'est un royaume. Monaco, que c'est un royaume. Dites-moi, comment il peut y avoir 12 monarchies en Europe, alors que les puissances européennes se font les grandes enseignantes de la démocratie aux Africains? Il y a un problème. Faites chez vous ce que vous voulez que les autres fassent chez eux. Traversons l'Europe, allons au Moyen-Orient. Quelles sont les principales puissances du Moyen-Orient avec lesquelles les grandes puissances occidentales, professeurs de démocratie, coopèrent pour le pétrole? Mais l'Arabie Saoudite, est-ce que le roi est élu? Le Qatar, est-ce qu'ils sont élus? Les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'ils sont élus? Le Bahreïn, est-ce qu'ils sont élus? Mais pourquoi on ne mène pas de bataille là-bas pour les bombarder au nom de la démocratie? J'invite les Africains et les Africaines, partout où ils sont dans le monde, à prendre des distances critiques intellectuelles envers le concept de démocratie. Nous avons une tradition politique multimillénaire et nous devons puiser dans les concepts de cette tradition politique les éléments de la réforme institutionnelle. Voilà pourquoi, philosophiquement, je travaille sur le concept de maatocratie, tiré du mot maat, qui dans l'africain ancien signifie vérité, justice, solidarité. À partir de ce mot, nous pouvons concevoir des institutions politiques qui soient enracinées dans la tradition politique et l'histoire africaine et qui permettent de concevoir justement un état de droit africain. Un état de droit africain. Parce que le droit n'est pas neutre. Le droit n'est pas une science comparable aux mathématiques. Le droit est une science, une discipline qui élabore des règles en fonction des normes de référence et des valeurs sociétales de chaque société. Donc il faut que vous pensiez que vous n'êtes pas en train de vous battre pour participer à des concepts qui ont été pensés par d'autres pour vous, mais on est en train de se battre en Afrique pour créer des institutions qui reflètent nos concepts. Et je viens à la conclusion de mon propos. Qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que l'actuel régime qui est issu de la cuisse du Parti démocratique gabonais trouve une formule pour durer. Et c'est dans cela que travaille le chef de l'État actuel, le général Oligui Nguema. Celui qui vous dit qu'il ne va pas être candidat à sa succession ment. Et il n'y a qu'à voir comment il est devenu très heureux depuis qu'il est devenu président. Sa manière d'être heureux indique une volonté de rester longtemps dans la chose. Comme le disait un autre putschiste de la même école, l'école néocolonialiste, d'Amiba au Burkina Faso, la chose appartient à celui qui se bat pour la chose. Donc, premier cas, le Gabon, derrière toutes les consultations qui sont faites, va se retrouver avec une reformulation du régime néocolonial. Vous avez la responsabilité de choisir d'accepter cela ou pas. Un arrangement à l'amiable qui consiste globalement à recycler les vieilles roues du carrosse et bien de l'exploitation de ce peuple et de le faire avec, du moment qu'on a intégré par là 2 ou 3 personnes. Ou alors il y a un deuxième chemin, c'est celui de la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple gabonais doit se battre pour que ce soit lui qui énonce les règles de la transition. Et non pas M. Oligui Nguema. Et non pas les compagnons de M. Oligui Nguema. Et non pas le PDG. Il n'y a pas deux chemins. Alors cette bataille, elle sera possible comment? Par l'union de 4 types de forces. Les forces patriotiques panafricanistes révolutionnaires de l'armée gabonaise. Les forces révolutionnaires patriotiques
panafricanistes de la société civile gabonaise, les forces révolutionnaires patriotiques panafricanistes de la société civile africaine, les forces révolutionnaires patriotiques, civiles et même militaires des pays libérés relativement du néocolonialisme et de l'impérialisme à travers l'Afrique. Et les grandes puissances qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle le monde multipolaire. Un monde où nous allons vers des relations de respect mutuel, gagnant-gagnant. Vous avez la responsabilité de décider. Et si vous atermoyez, ne vous plaignez pas. Car en fait, seul le peuple gabonais peut choisir l'une des deux voies. Et s'il choisissait la seconde, la véritable réforme institutionnelle, le peuple gabonais participerait efficacement à la libération de l'Afrique. Un Gabon libre, c'est plus qu'une Suisse vivante au cœur de l'Afrique centrale. Et c'est pour cela que je suis venu vous soutenir aujourd'hui. Je vous remercie. Vous venez de libérer un esprit. Je reçois. J'espère que vous avez écouté. Oui, j'ai senti ça. Merci encore, professeur Niamsi. C'est un honneur double pour nous de vous recevoir et de nous avoir entretenus sur l'Afrique et sur le Gabon. C'est à nous, Gabonais, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, de pouvoir répondre aux questions que vous nous avez posées. Les questions restent et que chacun d'entre nous les prenne et trouve les réponses appropriées pour le Gabon qu'il veut, non seulement pour nous, et comme le disait, le rappelait Ben Bamba, pour beaucoup d'entre nous, le temps file. Donc c'est à nous de pouvoir nous en saisir et de pouvoir y travailler. Alors sans plus tarder, nous allons continuer. Nous allons continuer avec un orateur